Les fêtes romaines n'étaient pas seulement un déploiement de luxe, de vin et d'excès. Derrière chaque verre de vin, derrière chaque festin opulent, se cachaient des secrets sombres, des jeux politiques, et parfois des tragédies qui changeaient le destin de l'Empire. Lors des nuits romaines, tout n'était pas amusement, et ce qui semblait être une célébration pouvait se transformer en une lutte de pouvoir. Mais comment était-il vraiment d'assister à une fête dans la Rome antique ? Était-ce juste une échappatoire à l'agitation de la vie ou un terrain fertile pour les complots, le pouvoir, et même le danger mortel ? Aujourd'hui, nous dévoilerons le côté caché de ces fêtes légendaires et découvrirons le véritable but derrière chaque banquet, chaque toast et chaque rire. Ne partez pas, le meilleur reste à venir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des secrets que nous avons préparés. Parce que la Rome antique a beaucoup plus à nous raconter. Le vin, une boisson indispensable à toute fête, n'était pas seulement une source d'ivresse dans la Rome antique, mais aussi un symbole de statut et de pouvoir. Pour les Romains les plus puissants, le vin était plus qu'une simple boisson, c'était une déclaration, un signe de richesse et de distinction. Tandis que la plèbe se contentait de bière, considérée comme de bas niveau, l'aristocratie buvait du vin, qu'ils considéraient comme si vital pour leur vie quotidienne que, selon les historiens, chaque Romain consommait une bouteille de vin par jour. Mais malgré sa forte teneur en alcool, les Romains ne terminaient jamais leur fête dans un état d'ivresse incontrôlé. Ils mélangeaient le vin avec de l'eau, un geste qui non seulement contrôlait le taux d'alcool, mais était aussi une manière de démontrer leur maîtrise de soi et leur bon goût. Mais tout n'était pas parfait, le goût du vin romain, stocké dans de grandes jarres en terre cuite, laissait beaucoup à désirer. Le vin était robuste et parfois désagréable, avec un mélange d'épices qui le rendait quelque peu exotique. Lors des grandes fêtes, il était courant de servir deux types de vin. Le premier, chaud, au goût fort et épicé, préparé spécialement pour le palais romain, le second, un vin doux infusé au miel, pour ceux qui préféraient quelque chose de plus doux. Mais, quel que soit le type, le vin romain n'était jamais servi sans une bonne dose d'eau, un détail qui séparait les aristocrates des plébéiens. Les fêtes romaines n'étaient pas seulement un lieu pour profiter de banquets et de divertissements, mais aussi un espace où les réseaux de pouvoir étaient tissés et les relations sociales consolidées. Les Romains comprenaient que participer à une fête n'était pas seulement une question de plaisir, mais une occasion de renforcer leur statut dans la société. C'était un jeu de perception, où chaque geste, chaque cadeau et chaque interaction pouvaient avoir des conséquences politiques et sociales. Tout comme aujourd'hui, les fêtes romaines étaient un endroit où l'on montrait ce que l'on avait. Mais ici, l'ostentation allait au-delà des banquets et de la décoration. Il s'agissait de montrer son pouvoir. L'endroit où vous vous asseyez, le type de nourriture que vous offrez, la boisson que vous servez, tout avait un but, impressionner les autres et, en même temps, consolider votre position dans la hiérarchie sociale. Et il ne s'agissait pas seulement de ce que vous aviez, mais aussi avec qui vous le partagiez. L'attribution des sièges à la table n'était pas aléatoire. Les hôtes s'assuraient que les relations les plus stratégiques soient bien représentées. Les alliés s'asseyaient ensemble, les rivaux étaient maintenus à distance, et les conversations étaient minutieusement orchestrées pour éviter les conflits. Les dîners romains étaient un véritable spectacle de luxe et d'opulence. Les Romains ne mangeaient pas seulement pour satisfaire leur faim, mais pour impressionner leurs invités, montrer leur richesse et leur pouvoir, et surtout, laisser une marque indélébile dans la mémoire de ceux qui assistaient. Les sources littéraires de l'époque décrivent ces banquets comme une caresse pour les sens, des mets exotiques, de la vaisselle luxueuse, et un environnement soigneusement conçu pour captiver. La salle à manger romaine, un espace central de la maison, était décorée de mosaïques spectaculaires, de peintures murales, de sculptures artistiques, et de meubles de luxe. Tout était disposé pour faire du repas un événement mémorable, non seulement en termes de goût, mais aussi en termes de présentation. Les canapés inclinables sur lesquels les Romains s'asseyaient pour manger étaient un symbole de statut. Ces meubles confortables n'étaient pas à la portée de tous, seuls les plus riches pouvaient se permettre ces espaces de luxe. Et la nourriture, une variété de mets exotiques ornait les tables. Homards, faisans, fruits de mer et même paon étaient servis dans des vaisselles en or et en argent. L'opulence ne connaissait aucune limite. Chaque plat servi était une œuvre d'art, pensée non seulement pour satisfaire, mais pour ravir et étonner. Les Romains savaient qu'un banquet n'était pas juste un repas, c'était une occasion d'éblouir. Mais une fête romaine ne serait pas complète sans la touche de musique et d'art. Les performances artistiques ne se limitaient pas à la décoration des salles à manger, elles faisaient également partie intégrante du divertissement. Lors des banquets, il était courant que des musiciens, poètes et acteurs offrent leur talent pour embellir l'atmosphère. La musique, jouée en direct, accompagnait les conversations et les toasts,
tandis que la poésie et les acrobaties devenaient le centre de l'attention. Les arts visuels, les sculptures et les mosaïques ornaient les maisons des riches, tandis que les artistes donnaient vie à la culture romaine à chaque fête. Tout était conçu pour envelopper les invités dans une atmosphère de luxe et de sophistication. Lors de chacun de ces événements, l'art ne servait pas seulement à divertir, mais aussi à souligner le pouvoir de l'hôte. Chaque morceau de musique, chaque performance, était soigneusement choisi pour transmettre la grandeur de la Rome impériale. Lors d'un banquet romain, le siège que vous occupiez n'était pas simplement une question de confort, mais de statut. L'attribution des places à la table était un acte politique et social de grande importance. Ce n'était pas simplement « assis où tu peux », chaque siège était soigneusement réservé pour refléter le rang et l'influence des invités. La tête de la table, par exemple, était le siège d'honneur, où s'asseyaient les plus puissants, soit en raison de leur âge, de leur statut ou de leur proximité avec l'hôte. Mais, tout comme lors des dîners de gala modernes, il ne s'agissait pas seulement du rang, mais aussi des relations personnelles. Les alliés se regroupaient, et les rivaux étaient tenus à distance. Les Romains savaient que la place à la table pouvait en dire long sur la dynamique du pouvoir. Et, comme dans de nombreux événements modernes, l'attribution des sièges ne reflétait pas seulement le prestige, mais aussi le plaisir des hôtes de réunir les bonnes personnes au bon moment. Les fêtes romaines n'étaient pas seulement axées sur la nourriture, les boissons et les conversations sophistiquées. Si vous vouliez vraiment impressionner vos invités, il était nécessaire de leur offrir quelque chose de plus. Et, quel meilleur moyen de le faire que par un spectacle de gladiateurs? Plutôt que les musiciens ou les acteurs habituels, dans certaines des fêtes les plus exclusives, des combats de gladiateurs étaient organisés. Mais ce n'étaient pas les grandes batailles du Colisée. Non, ces combats étaient réservés aux plus puissants de Rome. Les gladiateurs étaient amenés à se battre entre eux, non pas devant des milliers de spectateurs, mais pour un groupe restreint d'aristocrates. Ces combats servaient non seulement à divertir, mais aussi à exhiber le contrôle et le pouvoir des hôtes. Les combats privés de gladiateurs étaient une manière pour les riches de montrer leur domination sur la vie et la mort, et aussi un moyen de mesurer le caractère de ceux qui étaient assis à la table. Jusqu'où pouvaient aller les hôtes pour maintenir l'attention de leurs invités? Parfois, le divertissement n'était pas simplement une question de plaisir, mais de contrôle. Si vous pensiez que les fêtes romaines étaient uniquement axées sur le vin, les banquets et le divertissement, vous serez surpris d'apprendre que le sexe jouait un rôle crucial dans la dynamique du pouvoir. Pour les Romains, les relations sexuelles n'étaient pas seulement une question de plaisir, c'était un outil de manipulation et de contrôle. Lors des banquets les plus exclusifs, les femmes et les hommes de la haute société ne se réunissaient pas seulement pour manger et boire, mais partageaient aussi des moments intimes avec des prostituées ou même avec d'autres invités, comme un moyen de renforcer des alliances ou, dans certains cas, de démontrer leur domination sur les autres. Le sexe, dans ce contexte, était un moyen d'établir le pouvoir et d'exercer de l'influence. Et ce n'était pas seulement dans les aspects privés de la fête que le sexe jouait son rôle. Les orgies et les comportements libertins n'étaient pas seulement perçus comme une quête de plaisir, mais aussi comme une affirmation de statut. Jusqu'où pouvaient aller les hôtes pour montrer leur contrôle? La sexualité est devenue un véhicule de pouvoir, avec les hôtes comme des figures imposant leurs règles, non seulement avec de la nourriture ou du vin, mais avec le désir même. Les fêtes romaines n'étaient pas seulement une excuse pour profiter de la nourriture et du vin. Au cœur de chaque banquet, il y avait un réseau complexe de pouvoir et de politique. Tandis que les invités se régalaient, l'hôte savait qu'il jouait un jeu beaucoup plus grand, celui de la manipulation et de la consolidation du pouvoir. Pour les empereurs et les politiciens romains, une fête privée était une occasion idéale pour garder leurs alliés proches et, plus important encore, leurs ennemis encore plus proches. Chaque conversation, chaque cadeau et chaque geste était une pièce sur un échiquier politique où des faveurs étaient échangées et des alliances négociées. Et il ne s'agissait pas seulement de stratégies visibles. Les hôtes utilisaient ces rencontres pour évaluer le comportement de leurs rivaux, surveiller les menaces potentielles et, dans certains cas, même pour intimider ou éliminer ceux qui menaçaient leur pouvoir. Derrière les rires et les plaisanteries, les banquets devenaient un champ de bataille subtil, où les décisions prises pouvaient changer le cours de l'histoire. Mais toutes les fêtes romaines n'étaient pas privées ni imprégnées de politique. À Rome, il y avait aussi des célébrations publiques, comme celle dédiée à Jupiter, le dieu principal du panthéon romain. Ces fêtes étaient l'occasion pour le peuple commun de participer à une célébration sacrée et de se connecter avec les dieux. Les festivités en l'honneur de Jupiter ne célébraient pas seulement la divinité, mais aussi Rome elle-même. Le peuple se rassemblait dans les temples, où des sacrifices étaient offerts et de la nourriture partagée avec les dieux, symbolisant l'union entre les Romains et leurs croyances.
Ces événements, contrairement aux fêtes privées, étaient ouverts à tous, mais même dans cette ouverture, un protocole était maintenu. Ce qui était fascinant dans ces fêtes, c'était la profonde dévotion religieuse entrelacée avec le sens d'identité nationale. La ville, le peuple et le Dieu formaient un seul et même être pendant ces festivités, ce qui élevait le moral collectif et réaffirmait la grandeur de l'Empire romain. Parmi les fêtes les plus extravagantes de Rome, les bacchanales se distinguaient par leur libertinage total. Dédiées au dieu Bacchus, le dieu du vin, ces célébrations étaient un mélange de vin, de musique, de sexe et de chaos. Contrairement aux événements contrôlés par l'élite, les bacchanales étaient des fêtes populaires, où l'euphorie et l'inhibition prenaient le contrôle. Ce qui a commencé comme une célébration religieuse en l'honneur de Bacchus s'est vite transformé en une fête débridée, remplie d'excès. Les Romains de toutes les classes sociales se livraient à ces festins, laissant derrière eux toute étiquette et moralité. Les sénateurs, les soldats, les plébéiens, tous se mêlaient dans une ambiance de débauche absolue. Le chaos des bacchanales a atteint un tel point que le Sénat romain a décidé d'intervenir, interdisant la célébration de ces fêtes dans tout l'Empire, sauf dans certains cas particuliers. Malgré les restrictions, les bacchanales sont restées l'une des fêtes les plus sauvages et légendaires de la Rome antique. Si vous pensiez que les bacchanales étaient le summum de la dépravation, les fêtes organisées par l'empereur Caligula portaient le concept de libertinage à un niveau encore plus extrême. Caligula, connu pour son comportement erratique et son abus du pouvoir, organisait des fêtes qui sont devenues synonymes de décadence et de moralité brisée. À son époque, les fêtes de Caligula étaient bien plus que de simples banquets. Ce étaient des orgies, des événements où aristocrates et esclaves partageaient la même table, intoxiqués par du vin et les drogues de l'époque. Dans ces festins, la promiscuité, les abus et l'inceste étaient devenus des pratiques courantes, et Caligula lui-même, dans sa quête de pouvoir absolu, utilisait ces fêtes pour imposer son domination sur tous. Les historiens décrivent les fêtes de Caligula comme un festival d'indulgence, où les règles de la moralité étaient complètement annulées. Les plus puissants de Rome ne se contentaient pas de participer à ces actes, mais les encourageaient, appréciant le chaos créé par l'empereur. Les orgies, la consommation incessante d'alcool et les relations sexuelles entre proches parents sont devenus des symboles du règne d'un empereur dont le pouvoir semblait sans limite. L'un des mythes les plus persistants sur les fêtes romaines est le fameux « vomitorium ». Beaucoup croient que lors de ces événements, les Romains se rendaient dans une salle spéciale pour vomir afin de pouvoir continuer à manger davantage. Cependant, ce mythe n'a aucune base dans la réalité historique. En réalité, le terme « vomitorium » ne fait pas référence à une salle où l'on vomit, mais plutôt au passage ou corridor dans les théâtres romains qui permettaient une sortie rapide du public. Ces passages étaient suffisamment larges pour que les foules puissent se déplacer rapidement, que ce soit pour entrer ou sortir, et n'avaient rien à voir avec l'excès de nourriture ingérée. Le mythe autour du vomitorium a probablement émergé de l'idée que les Romains étaient connus pour leurs banquets opulents et leur amour pour l'excès. Mais en réalité, il n'existait aucune pratique formalisée de vomir pour continuer à manger. Ce qui existait réellement, c'était une ostentation publique de la consommation et du luxe, souvent mal interprétée.